Les castors, les élans et les mythes ne semblent pas avoir beaucoup en commun. Mais quand ces animaux mangeurs d'arbres partagent le même territoire, ils deviennent un danger pour l'un des plus anciens parcs nationaux du Canada. Sur les côtes accidentées de la rive est du Canada, un écosystème aussi riche que délicat prospère aux confins du continent. Bienvenue dans l'Est sauvage. Les Highlands du Cap-Breton constituent une vaste terre accidentée. Un ancien plateau couvert de forêts acadiennes, foisonnant de feuilles colorées. Encerclant le tout, gronde le rugueux océan Atlantique. Cette forêt primitive est l'habitat de plus de 1000 espèces différentes d'animaux. Mais aujourd'hui, en dépit des meilleurs efforts des conservationnistes, les grandes forêts du Nord risquent de disparaître. Au XVIIe siècle, les grands explorateurs venant d'Europe ont commencé à traverser l'Atlantique à la recherche des richesses et des ressources naturelles du territoire. Ils y ont trouvé des castors, des élans, des mythes et toutes les créatures du nord du Nouveau Monde. Les forêts et les océans d'Amérique du Nord étaient un gigantesque réservoir de nouvelles ressources, comme le poisson, la fourrure et le bois. Au cours de l'ère industrielle, la demande en bois pour construire des navires, maisons et chemins de fer s'est intensifiée. La déforestation s'étend et met en danger les animaux vivant dans les Highlands. Aujourd'hui, seulement 5% des forêts du Cap-Breton demeurent. Le reste s'étant transformé en exploitation forestière. Le majestueux élan est la plus grande star à quatre pattes du Canada. Sa taille, sa force et sa persévérance le rendent synonyme de la vie dans le climat rigoureux du Nord. Avant l'arrivée des Européens, les élans parcouraient librement l'île du Cap-Breton. Leur nombre exact est inconnu, mais les enregistrements historiques montrent que vers la fin des années 1700, plus de 6000 élans y ont été chassés chaque année. Ils ne sont pas seulement tués pour leur viande et leur fourrure. La graisse d'élan, une denrée rare, est utilisée pour fabriquer des bougies et lubrifier les moteurs à vapeur. Mais c'est son cousin à queue blanche qui lui a porté le coup fatal. Dans les années 1880, le cerf est introduit au Cap-Breton, l'ère industrielle lui ayant ouvert de nouveaux pâturages. Tandis qu'ils se propagent à travers l'île, ils apportent avec eux un parasite du système nerveux, sans danger pour le cerf, mais fatal à l'élan. Enfin, dans les années 1920, la chasse, la perte d'habitat et les maladies font des ravages mortels. Et l'élan disparaît complètement de l'île du Cap-Breton. L'écosystème est transformé. Les arbres sont abattus en série. Et les espèces s'éteignent. Au début du XXe siècle, l'avenir de la forêt semble bien sombre. Mais en 1930, une lueur d'espoir se profile. Le gouvernement canadien adopte la loi sur les parcs nationaux. Cette législation protège de la coupe à blanc de grandes portions de la nature sauvage du Canada. En 1936, le parc national du Cap-Breton des Highlands est créé afin de préserver cet habitat important des animaux. La zone protégée est de 20 fois la taille de Manhattan, avec 1,5 million d'habitants en moins et plus de 100 millions d'arbres. Une fois l'habitat naturel restauré, les responsables du parc réintroduisent l'élan dans la forêt boréale. Dans les années 1940,
18 élans de la province d'Alberta ont été transportés par camion à travers le Canada. Bientôt, un élan femelle en pâture nourrissant ses petits est redevenu un spectacle familier. D'habitude, les élans sont des animaux solitaires. Mais la mère et l'enfant partagent un lien spécial et ne restent jamais bien loin l'un de l'autre. Elle garde près d'elle ses petits tout au long de leur premier hiver. Son instinct est de les défendre jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se protéger. Et la mère utilise son excellent sens de l'odorat pour détecter le danger. Mais pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Au Cap-Breton, l'élan n'a pas de prédateur naturel. À une époque, des meutes de loups parcouraient la forêt boréale, attaquant les petits et les adultes. Mais à la fin des années 1800, le loup a également été victime des chasseurs et de la scie toute puissante. Sans prédateurs, les animaux peuvent vivre pendant 20 ans chez eux, dans ce parc protégé et à l'abri de leurs ennemis naturels. La réintroduction de l'élan dans les années 1940 a donc démarré d'un bon pied. Entre les collines et les vallées, des rivières serpentent, descendant du plateau des Highlands pour apporter de l'eau, source de toute vie aux créatures de la forêt. Les rivières d'ici abritent l'emblématique castor, animal national du Canada et modèle des grands travailleurs à travers le monde. Ces castors construisent des barrages sur des sections de la rivière, inondant une grande partie de la forêt et créant des étangs de castors. Ces barrages ont un impact majeur sur l'environnement. Le plus important jamais répertorié se trouve dans le parc national Buffalo en Alberta. Il a été découvert par un satellite spatial et fait 2 fois la longueur du barrage Hoover bâti par l'homme. Le castor est le plus gros rongeur d'Amérique du Nord et peut atteindre la taille d'un chien de taille moyenne. Ces animaux ont beaucoup en commun avec les humains. Ils sont tous deux des mammifères à sang chaud, modifient radicalement leur environnement pour répondre à leurs propres besoins et sont enclins à protéger leur territoire. Un castor est généralement docile, mais si on menace son domaine, il attaquera hargneusement en mordant et griffant avec ses puissantes pattes avant, agiles et munies de griffes. Il les utilise également pour construire sa maison. Ses pattes arrière, quant à elles, sont palmées, ce qui fait d'eux d'excellents nageurs. Ce sont des animaux vraiment aquatiques, avec une membrane protectrice couvrant leurs yeux et des portions de peau pour empêcher l'eau de pénétrer dans leurs oreilles et leur nez. Ils ont 2 couches de fourrure épaisse qui les maintient au chaud lorsqu'ils nagent sous l'eau l'hiver. Dans les années 1600, c'est la qualité extraordinaire de la fourrure du castor qui a conduit à la colonisation et au développement de l'économie de l'Amérique du Nord. L'animal a à peine survécu à sa brève incursion dans la mode de l'époque. Dans les années 1670, la compagnie de la baie d'Hudson charge 2 ou 3 navires par an avec des peaux de castor à destination de l'Angleterre. En une seule année, plus de 130 000 castors ont été tués pour le commerce de la fourrure. Le castor se nourrit surtout de feuilles, de bourgeons et d'écorces internes des jeunes plantes ligneuses qui poussent le long des voies navigables. Mais ils peuvent aussi manger des nénuphars et d'autres plantes aquatiques. Contrairement à ce que laisse penser son incessant travail sur les barrages, le rongeur en fait ne mange pas les arbres. Son zèle est plutôt motivé par une caractéristique inhabituelle. Ses dents ne cessent de croître, et le fait de mâcher lui permet de les maintenir courtes et pointues. Mais la caractéristique la plus emblématique et utile du castor est sa queue. Couverte d'écailles et de poils clairsemés, elle sert à plusieurs fins. Dans l'eau, la queue agit essentiellement comme un gouvernail, mais elle a une autre fonction importante.
Les coyotes, les ours, les lions de montagne et les loups sont les principaux prédateurs du castor. Mais ce dernier est vulnérable uniquement quand il s'aventure sur la terre ferme. En sécurité dans l'eau, il sonne l'alarme pour alerter le reste de la famille d'un danger imminent. Le coyote exposé n'a plus qu'à aller traquer une autre proie. Ce battement de queue peut également servir d'avertissement pour les castors d'autres colonies, afin de signaler que l'étang est pris. Les biologistes disent des castors qu'ils sont les ingénieurs de l'écosystème, car les zones humides qu'ils construisent créent un habitat pour les amphibiens et autres résidents des Highlands. Ces zones humides sont une réserve de nourriture abondante pour les élans affamés, qui mangent les nénuphars et les autres plantes aquatiques. Ils réussissent à trouver de la nourriture partout dans leur environnement, même sous l'eau. Ces mammifères sont dotés d'une valve spéciale, bloquant l'entrée de leurs narines, ce qui leur permet de plonger leur museau entièrement pour attraper le feuillage en dessous de la surface. Hors de l'eau, un élan peut dépouiller n'importe quelle partie de l'arbre qu'il peut atteindre. Ces animaux n'ont pas d'incisives supérieures, mais seulement 8 incisives tranchantes sur leur mâchoire inférieure et une douzaine de paires de molaires qu'ils utilisent pour brouter les arbres, les brindilles, les écorces, les pommes de pin et aussi les arbustes. Contrairement aux cerfs, aux vaches et aux chevaux, ces brouteurs ne mangent pas d'herbe. Pour survivre, ils ont besoin de forêts et de zones humides. Dans les décennies suivant leur réintroduction, la population d'élan a commencé à croître et l'espèce a commencé à se propager au-delà du parc lui-même. Il semblait que la forêt était prête à tourner une nouvelle page. Mais une nouvelle menace est apparue, venant d'un autre herbivore vorace, plus petit que le petit doigt. La tordeuse des bourgeons de l'épinette. Tous les étés, les papillons adultes pondent des œufs sur l'épinette et le sapin baumier, deux des arbres les plus communs des Highlands. Les larves passent l'hiver dans leur cocon, et quand elles émergent au printemps, elles ont faim. Les chenilles nouveau-nées se nourrissent des aiguilles de l'arbre pour alimenter leur métamorphose en papillon. Pendant les épidémies, il peut y avoir plus de 200 Coristonora affamés s'alimentant sur une seule branche. D'habitude, la population reste faible, régulée par les conditions météorologiques, les parasites et les prédateurs tels que les araignées et les oiseaux. Mais c'est un équilibre délicat qui parfois arrive à se détraquer. C'est exactement ce qui est arrivé dans les années 1970, lorsque la tordeuse des bourgeons de l'épinette a détruit une section de la forêt en Nouvelle-Écosse, de la moitié de la taille de l'État du Vermont. La zone la plus touchée se trouvait ici, dans les Highlands. Ces épidémies de tordeuses sont cycliques, et les écologistes pensent qu'elles se produisent tous les 30 à 40 ans. La forêt aurait dû avoir maintenant récupéré, mais la population d'élan en plein essor a festoyé sur les jeunes arbres, ce qui a ralenti la régénération de la forêt. L'environnement des Highlands a été un buffet à volonté de jeunes arbres pour l'élan, et leur population a explosé à son tour. Depuis leur réintroduction, entre 1947 et 1948, le nombre d'élans dans le parc est passé de 18 à 1800. Aujourd'hui, leur nombre est 4 fois supérieur à celui d'autres régions. Et il n'y a aucun loup pour réduire leur population. Les élans sont des herbivores voraces. Au total, ils dévorent chaque jour l'équivalent de 4 bennes et demie de végétation.
C'est pourquoi, aujourd'hui, la forêt se transforme. Une fois de plus. L'automne est la saison de récolte la plus active pour les castors. Avec l'hiver qui arrive, ils font des heures supplémentaires pour réparer les barrages et les huttes avant que leur étang ne gèle. Une pluie récente a compromis leur territoire et créé une brèche dans le barrage. Si elle n'est pas colmatée, l'étang va se vider. Ce qui exposera la hutte, qui est la protection du rongeur et de sa famille contre les prédateurs terrestres. L'eau qui court est un signal d'alarme pour le castor. Ce son déclenche leur instinct de construire. Au cours d'une expérience, des chercheurs ont fait écouter un enregistrement de bruit de l'eau courante à des castors se trouvant sur la terre ferme. Ces derniers se sont précipités pour couvrir la chaîne stéréo de bâtons et de boue afin d'arrêter le bruit. L'arrivée de l'hiver signifie que plus d'arbres sont nécessaires pour solidifier la hutte du castor. Des bouts de dragage du fond de la rivière sont utilisés pour maintenir des branches en place. Celle-ci agit comme un produit d'étanchéité afin d'empêcher des infiltrations d'eau. Les castors peuvent être les plus gros travailleurs du Grand Est sauvage. Mais leur construction constante réduit la survie des arbres et arbrisseaux entourant leurs étangs. De plus, comme ils transforment les rivières en zones humides, ils inondent la forêt, étouffant les arbres par la même occasion. Mais lorsqu'ils quittent la zone et que l'étang se draine, ils laissent derrière eux une prairie fertile. Ici, les jeunes arbres fleurissent. Mais avant de pouvoir grandir, ils sont mangés par les élans. Avec l'accroissement de la population d'élans, vient un nouveau danger dans les Highlands. Un élan adulte pèse environ autant qu'une petite voiture. Les collisions peuvent donc être mortelles pour l'homme et pour la bête. Mais la surpopulation d'élans est une menace encore plus grande pour la santé des Highlands et des autres espèces animales de la région. La plupart d'entre elles ne pourraient survivre nulle part ailleurs au Cap-Breton. Elles sont adaptées à cette forêt. Perchée sur les branches basses, une grouse mâle adulte se fond parfaitement dans le décor. Son plumage lui sert de camouflage. C'est la seule protection de l'oiseau contre les prédateurs, qui se nourrit lui aussi de la forêt, en particulier d'aiguilles de sapin. Si les grandes forêts du Nord n'arrivent pas à se reconstituer, la grouse, ainsi qu'un millier d'autres espèces, vont perdre leur habitat. C'est pourquoi les responsables du parc prennent des mesures pour rétablir l'équilibre des Highlands. Au sommet de la North Mountain, une étrange structure se trouve au milieu du parc. Il s'agit d'un exclos, c'est-à-dire le contraire d'une enceinte, conçu pour garder les élans à distance des jeunes arbres qu'ils dévoreraient en un clin d'œil. Les responsables du parc espèrent ainsi permettre aux arbres de grandir suffisamment pour survivre à l'appétit de l'élan. Le parc dispose actuellement de 2 exclos, tous deux construits en 2007. Celui situé sur le sentier Skyline est le plus grand, couvrant une superficie de la taille de 9 terrains de football. On estime qu'au cours des 5 prochaines années, la vie végétale va se développer jusqu'à être 7 fois plus dense à l'intérieur des zones protégées. Mais le résultat est incertain. Il faudra des décennies avant que les effets des exclos sur le parc puissent être mesurés. Et dans l'intervalle, le reste de la forêt continuera sa lutte. Avec les exclos ne couvrant qu'une petite zone du parc, leur effet est contenu. En fin de compte, il y a encore trop d'élans dans les hautes terres du Cap-Breton. L'automne, pour l'élan, est un moment spécial de l'année. La saison des amours, appelée le rut. L'odeur d'une femelle attire un mâle à travers les Highlands.
Les femelles ne sont en chaleur que 1 à 2 jours par an. Après cela, les mâles perdent rapidement tout intérêt à leurs yeux. Les enjeux sont donc élevés pour le mâle, car s'il ne parvient pas à trouver une partenaire dans les prochaines semaines, il va devoir attendre encore 1 an. C'est un moment rare où ces animaux d'habitude solitaires recherchent de la compagnie. Leur union signifie que la population d'élands va croître à nouveau au printemps, alors que les responsables du parc explorent toutes les options pour rétablir l'équilibre naturel de la population, parlant même de réintroduire un vieil ennemi, le loup. Mais les effets de cette stratégie de gestion doivent encore être étudiés. Dans des endroits comme le parc national de Yellowstone, le nombre de loups réintroduits en 1995 avait quadruplé en 2004, mais les chiffres se sont stabilisés depuis. La réintroduction du loup pourrait donc être une solution à l'avenir, mais les responsables du parc estiment qu'il faut prendre des mesures immédiates pour réguler le nombre d'élands dans les hautes terres du Cap-Breton. À l'automne 2015, le parc a donné des licences aux chasseurs de la Première Nation Micmac pour tuer 37 élands dans les zones de la forêt les plus touchées par l'hyperabondance. Cette décision a été sujette à controverse, mais les responsables estiment qu'elle est nécessaire pour protéger les autres animaux des Highlands. L'avenir reste donc incertain pour les animaux du parc national du Cap-Breton. Personne ne peut savoir encore l'impact qu'aura l'abattage des élans. Et il y a des signes qu'une autre épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette pourrait bien se produire. Mais il y a une lueur d'espoir. Le statut de parc protégé empêche les coupes à blanc. Et les esclos permettent de sauvegarder de petites portions de forêt. Le but ultime est simple: lui redonner son ancienne gloire et restaurer cet habitat important pour les animaux. Ainsi, l'Est sauvage pourrait retrouver son équilibre.